à tous et bienvenue dans Automoto, épisode 36, saison 48. Nous sommes en Allemagne, à Ingolstadt, fief d'Audi, parce qu'on entend souvent aujourd'hui dire que toutes les voitures se ressemblent. Et pourtant, il y en a une qui, depuis un quart de siècle, prouve le contraire. Cette voiture, c'est bien sûr l'Audi TT. Et oui, ça fait 25 ans que le TT bouscule les genres et ne laisse personne indifférent. Pourtant, ce TT va tirer sa révérence avec cette ultime version de 400 chevaux, le TT RS Iconic Edition, équipé du légendaire 5 cylindres. On va donc revenir sur l'incroyable saga du TT avec l'ami Jérôme Chon. On en reparle tout de suite après le sommaire. Une nouvelle fois, bienvenue à tous. Ce dimanche matin, on vous fait découvrir dans le détail la très attendue future petite Alpine sportive. Ce concept car très réaliste, baptisé Alpine A290 Beta, annonce la première GTI électrique attendue en série dès l'année prochaine. On essaie pour vous la nouvelle Porsche 911T, la 911 des puristes minimalistes qui ne veulent pas de gros ailerons. Et on vous fait vivre un grand format exceptionnel consacré au sport automobile au féminin. En endurance, vous allez voir que la nouvelle vague des pilotes françaises peut aussi battre les hommes. Mais d'abord, place aux 25 ans de l'Audi TT. Et Jérôme Chon nous a rejoint au volant de cette Audi TT. Première génération, hein, Jérôme. Oui, première génération, produit entre 98 et 2006. Celui-là, c'est un modèle 99, l'un des tout premiers. Ouais. Et quand on regarde cette voiture, encore aujourd'hui, Jérôme, c'est vraiment un design à part. Et c'est surtout que on n'en fait plus des bagnoles comme ça. Il n'y a pas beaucoup de voitures qui, dans l'histoire, est autant marquées par leur design, aussi lisse, aussi pure, aussi architecturale. Et c'est vrai qu'à l'époque, cette voiture, elle était surtout appréciée des artistes, des poètes, des philosophes, hein, qu'on appelle des créateurs, en fait. Oui, c'est une œuvre d'art, c'est une sculpture. Regarde, moi, ce qui me surprend le plus dans cette voiture, c'est que l'avant et l'arrière sont presque pareils. En fait. Vous n'avez pas trouvé le cul et la tête. Oui, mais ça reste quand même un coupé sportif. Faut pas oublier que chez Audi, on commençait déjà à avoir cette espèce de fibre un peu sportive, hein, quand même. Hein. Ouais, alors c'est une Audi, donc il y a 4 roues motrices, pas trop. Hein. Il y a un peu d'aluminium, puis il y a 225 chevaux avec le 1,8 turbo, donc c'est pas si mal. C'est quand même dingue qu'à l'époque, ils aient décidé de sortir un design pareil. Ils ont franchi le Rubicon Audi à l'époque. Ils ont pris un risque énorme et ça a marché. Retour sur la genèse de ce mythe TT. On revient dans les années 90. Dans les années 90, la mode est aux petites voitures de sport. C'est le début du BMW Z3, du Mercedes SLK et même du Porsche Boxster. À l'époque, les Audi ressemblent à ça, des berlines consensuelles. Le constructeur gratte à la porte du premium et jalouse le prestige de Mercedes et BMW. Audi veut donc lui aussi son petit coupé pour rendre la marque plus désirable. Il présente tout d'abord le concept Quattro Speeder en 1991, plutôt réussi, mais encore assez classique. Donc les designers vont se remettre au travail avec l'ambition de redessiner un coupé différent, au risque de surprendre. Et en 1995, le concept TT est présenté au salon de Francfort. Tout le monde est enthousiaste. Le style s'inspire des anciennes auto-unions de course des années 30, l'habitacle au centre, l'arrière et l'avant assez similaires. Le concept semble fait d'une seule pièce, sans rupture. Il devient immédiatement une star mondiale dans les revues d'art et d'architecture. C'est l'objet dont tout le monde parle, désiré par la planète entière. Alors là, mesdames et messieurs, on est dans un endroit exceptionnel. Ça s'appelle Audi Tradition. C'est une caverne d'Ali Baba, un parking secret où se trouvent les réserves d'Audi. Tous les trésors qui ne sont pas exposés au musée du constructeur allemand sont stockés ici. On va aller rejoindre Jérôme au premier étage parce que si vous pensiez avoir tout vu niveau histoire d'Audi, vous allez voir là-haut, là, on va encore franchir une étape. C'est un truc de dingue. Venez. Bon, mon Jérôme, pour tout te dire, j'ai failli tomber raide, moi, quand je suis rentré ici. Toutes les gagnantes des 24 heures du Mans de ce côté.
les reines des rallyes de l'autre. On a le DTM au fond. Bon, voilà, hein, un petit goût de paradis automobile ici. Et avec ces deux TT. Alors attention, petite précision, parce que c'est pas évident. Hein. Ça, c'est le concept car, on est d'accord. Et ça, c'est le TT de première génération. Et ce qui est étonnant, Jérôme, c'est que c'est quasiment les mêmes voitures. Ça n'est pratiquement jamais arrivé dans l'histoire qu'une voiture de série soit aussi proche d'un concept car. Parce que lui, il a vraiment révolutionné Audi en 95, ce concept car. Faut se rendre compte de ce qu'il a représenté. Il a personnifié Audi, il a donné un visage à Audi. Il a dit, Audi, ça peut devenir plus sexy, ça peut devenir une marque anticonformiste, créative, ça peut devenir autre chose qu'une marque de berline. Ça a été un énorme succès, Ça reste quand même très allemand. Hein, alors ça reste allemand, malgré tout, et c'est aussi ça qui a fait son succès. Ça reste une voiture grise, qui est ronde comme un galet, un peu comme une Porsche 356, finalement des années 50. Oui, c'est très allemand, c'est du génie. Hein. Du génie, mais aussi du génie marketing un petit peu, non ? En 1998, 3 ans après le concept car, le premier TT arrive sur le marché. Seule la fenêtre arrière diffère, mais l'allure générale est la même. Et la qualité de fabrication à l'intérieur est bien supérieure à ses concurrents. Une version Roadster vient même compléter la gamme un an plus tard. Mais tout ça coûte cher. Pour rentabiliser la voiture, Audi utilise le châssis de la Volkswagen Golf, peu sportif. Et le moteur est un 4 cylindres moins prestigieux que les 6 cylindres de la concurrence. En 2006, le TT2 remplace la première génération. Et en 2014, le TT actuel arrive sur le marché avec toujours plus de puissance, jusqu'à 400 chevaux. Les arêtes sont plus nombreuses qu'à l'origine, mais l'apparence générale reste proche de celle qui a fait sensation il y a 25 ans. Nous sommes avec Dany Garand, designer chez Audi. Dany, vous avez travaillé sur la 8, la 1, quoi encore ? On a fait un SUV, un Q7 de première génération. Ouais. Et puis, la 3e génération de TT. Première question, Dany, quand on voit cette première génération de TT, qu'est-ce qui fait que cette voiture, d'un point de vue de design, a marqué les esprits, finalement ? Bon, ça a été un bris des conventions, ça c'est clair. On a créé une icône, mais il y a 3-4 gros éléments stylistiques qu'il fallait garder. Alors, c'est quoi ces éléments ? Bon, un corps très monolithique. Oui. Des passages de roues clairement ajoutés. Sans l'air trop. Un toit qui est clairement ajouté à ce corps monolithique. Posé dessus. Hein. Ouais. Aussi un joint de capot qui est aussi amalgame les deux éléments qui sont là. Donc, ça, il y a des fondamentaux qu'il fallait absolument garder en tant que 3e génération. Alors, cette 3e génération que vous avez dessinée, on sent qu'elle est quand même beaucoup plus sportive que la première. C'était l'idée aussi ? Elle s'est affirmée plus grande. Ouais. Oui. Je dirais un peu plus masculine, plus expressive. Par contre, elle comporte les éléments qu'on vient de mentionner très, très, très clairement. Alors, Dany, vous parliez de sportivité. Là, on a la version la plus extrême, hein, cette fameuse Iconic Edition dont on va reparler. Parce qu'en plus, dans l'histoire du TT, il y a quelque chose qui a changé depuis la 2e génération. C'est le TT RS équipé du fameux 5 cylindres de chez Audi. Et ça, notamment au niveau du son, ça change tout. Ah, ça chante, hein. Ça chante plutôt bien, hein, TTRS, le fameux 5 cylindres. Hein. C'est un bloc qui a suivi l'histoire sportive du constructeur allemand. Alors, le TTRS, c'est un modèle particulier, mais je suis dans un modèle encore plus particulier du TTRS, puisqu'il s'agit de l'Iconic Edition. C'est une série limitée à 100 exemplaires qui marque la fin du TT, puisqu'après 25 ans de bons et loyaux services, le modèle phare de la marque allemande va tirer sa révérence. Le prix est à la hauteur de la rareté, 120 000 €, mais tout est déjà vendu dans notre beau pays. Oui, les 10 exemplaires ont déjà trouvé preneur. Bon, vous savez quoi ? Avant de verser notre petite larme, on va encore en profiter un petit peu. Le dernier TT est bodybuildé. Un kit aéro virilise l'habituelle rondeur du style. Gros ailerons en carbone, diffuseur avant, jupe latérale
ailette, le TTRS Iconic Edition ne fait pas les choses à moitié avec tous ces éléments noirs sur une base grise. À l'intérieur aussi, le noir domine avec des touches de jaune sur le volant, sur les sièges ou les surpiqûres nids d'abeilles. L'exclusivité du modèle se retrouve même sur le levier de vitesse où figure le badge numéroté de cette série limitée. Nous sommes à Neubourg, au siège d'Audi Sport, à une demi-heure d'Ingolstadt. C'est ici que sont développés tous les modèles sportifs et toutes les voitures de course du constructeur, avec succès. Notamment 4 titres de champion du monde des rallyes avec le célèbre 5 cylindres, comme les 3 victoires à Pikes Peak, 2 championnats du monde de Formule I et 13 victoires aux 24 heures du Mans. Aujourd'hui, toutes les forces sont tournées vers la Formule 1 où Audi arrivera en 2026. Alors là, on a un TT RS Iconic Edition, on l'a dit. dernier, le plus Sportif, 5 cylindres, 400 chevaux. Bon, ça n'a pas toujours été le cas de tous les TT, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, même si la première génération faisait plus de 200 chevaux, elle était quand même basée sur un châssis de Golf, donc c'était pas non plus The Sportive à l'époque. Non, il était fondé sur la Golf 4, le premier TT, la Golf 4. Un châssis qui n'était pas super réussi, donc c'était une voiture un peu pataude. Le TT2, lui, était fondé sur la Golf 5, donc là c'était bien mieux. Et ce TT3, celui qu'on conduit aujourd'hui, lui, il est fondé sur la Golf 7. Mais ça reste une berline, la Golf 7. Donc, c'est pas comme une Porsche, quoi. Même s'il ressemble à un super sportif, c'est pas encore ça. Et puis il y a un truc qu'il faut signaler quand même, Jérôme, c'est que cette 3e génération de TT, elle n'est pas toute jeune non plus. Et non, il est sorti en 2014, donc l'électronique date un peu de 2014. La boîte de vitesse est lente, par exemple. Tu vois, la tenue de route, c'est un châssis qui est malgré tout assez souple, parce qu'il est réglé assez polyvalent, en fait. Et oui, et ça c'est le truc, Jérôme, c'est que on a une sportivité qui est très Audi Quattro finalement, qui va être plus basée sur l'efficacité que sur les sensations. Alors, c'est peut-être un peu aseptisé, mais oui, c'est assez facile à mener. Et puis, si tu veux chercher de la sportivité chez Audi, t'as la R8. La R8, exactement, t'as la R8. Alors, on est devant le musée Audi avec l'un des concept cars du TT qui s'appelle le TT Safari. C'est un concept qui est sorti en 2019, donc qui n'est pas sorti en série, mais juste avant le Covid, le pauvre. Mais quand tu le regardes, une sorte de voiture sportive, surélevée, avec des grosses roues pour traverser le désert, ça serait dans l'air du temps. Bah oui, parce que quand tu vois la Porsche 911 Dakar ou le Lambo Sterato, c'est vrai que ça aurait sa place. C'est des icônes, comme le TT. Justement, Jérôme, on parle de ce TT comme une icône, il a révolutionné le design chez Audi, c'est encore aujourd'hui une source d'inspiration. Et pourtant, on dit aussi depuis le début de l'émission que le constructeur arrête ce TT. Mais pourquoi il l'arrête alors ? Alors, faut voir chez quel constructeur on est. On est chez Audi qui regarde vraiment toujours beaucoup plus vers l'avenir que vers le passé. Ouais. C'est comme ça, c'est dans la culture d'Audi. Et là, l'avenir, c'est électrique. Ouais. Et peut-être que le TT n'est pas électrifiable, pas en l'état, pas avec ce style. C'est ce que pensent les ingénieurs, en tout cas pour l'instant. Le discours officiel, c'est qu'il n'y aura pas de TT. Et nous, on pense que c'est à cause de l'électrique. Alors, raison de plus pour encore en profiter dans la deuxième partie de l'émission. Mais pour l'instant, on vous laisse en compagnie d'Automoto Express l'Hebdo. C'est parti. Dans l'actualité cette semaine, il y a des nouveautés, un bonus protectionniste, la Tesla Model S Plaid en mode circuit et un road trip 100% féminin chez Lamborghini. La star cette semaine, c'est l'Alpine A290 Beta, un concept car qui préfigure de près une citadine sportive 100% électrique, attendue en 2024. On vous emmène la découvrir dans le détail en deuxième partie d'émission. Aux antipodes côté motorisation, Porsche vient tout juste de dévoiler le Spyder RS, la version cabriolet du très radical Cayman GT4 RS. Il embarque le même moteur de 500 chevaux, de quoi dépasser les 300 km/h. Il faudra malheureusement dépenser près de 160 000 € hors malus écologique.
Aujourd'hui, à l'achat d'un véhicule électrique de moins de 47 000 €, vous recevez une aide gouvernementale allant jusqu'à 5 000 €, qu'elle soit produite en Europe ou non. Emmanuel Macron a annoncé vouloir changer ça. Il souhaite que le nouveau bonus écologique prenne en compte l'empreinte carbone de la production du véhicule. Le but, protectionniste, est de favoriser la production de batteries et de véhicules en Europe et plus particulièrement en France, où l'électricité est justement neutre en CO2 ou presque, contrairement à la Chine par exemple. Dans le viseur, Tesla et d'autres marques chinoises aux tarifs très agressifs. Le président a aussi annoncé l'installation à Dunkerque d'une usine de fabrication de batteries taïwanaise, un investissement de plus de 5 milliards qui permettrait la création de 3000 emplois. Tesla vient enfin d'offrir à la Model S Plaid un pack piste, de quoi lui permettre de faire enfin du circuit et d'atteindre les 322 km/h promis il y a 2 années déjà. Il comprend notamment des jantes en aluminium forgé, des pneus adaptés à la piste ou encore des plaquettes haute performance. Peut-être de quoi rivaliser avec la Porsche Taycan et sa potentielle future version Turbo GT de 1000 chevaux que des rumeurs persistantes annoncent. Lamborghini a organisé l'événement 100% féminin She Drives the Lambo. 30 clientes de la marque ont sillonné les routes américaines au volant de leur Lamborghini et ont lâché les chevaux sur le circuit de Lime Rock Park. Automoto Express, c'est sur nos réseaux sociaux pour rester informé au quotidien. De retour dans Automoto, bienvenue si vous venez de nous rejoindre. Nous sommes toujours à Ingolstadt, fief d'Audi, pour fêter les 25 ans du TT. Et regardez, privilège rare, nous sommes installés dans les réserves du constructeur allemand, à l'étage compétition. À ma gauche, l'histoire d'Audi au Mans. À ma droite, l'histoire d'Audi en rallye. C'est tout simplement exceptionnel d'être ici. On est très heureux de le faire en votre compagnie. Allez, tout de suite, on passe à la découverte de la semaine. Et on va d'ailleurs rester un petit peu dans le monde de la compétition avec la première voiture qui marque le nouveau virage 100% électrique d'Alpine. Le constructeur français va présenter un SUV, une remplaçante à la 110, mais aussi une petite citadine 100% électrique. Et c'est le concept car de cette voiture que nous allons vous présenter. Nom de code A290 Beta, reportage signé Romain Chemoul. C'est le premier modèle d'une nouvelle ère, l'Alpine A290B pour Beta. Dans sa dernière phase de développement, préfigure ce que sera la toute première voiture 100% électrique de la marque sportive du groupe Renault dès 2024. Extérieurement, ce concept car est à 85% fidèle à ce que sera la version de route. Quitte à faire une Alpine, autant qu'elle le soit jusqu'au bout. Et donc on fait une GTI électrique d'une certaine manière, oui. Alors, il fallait du beau monde pour sa présentation à Bristol en Angleterre, comme les pilotes de l'écurie alpine de Formule 1, Esteban Ocon et Pierre Gasly. On retrouve beaucoup de la technologie qu'on peut avoir aussi en Formule 1. C'est une voiture qui est bien plus racing, avec beaucoup de puissance. Et perso, moi, je me suis régalé ce soir. On améliore les voitures, bien sûr, de chez Renault, comme à l'époque. C'est l'ADN qu'on retrouve ici et on s'est amusé. On a des belles images maintenant. On est tout en glisse. Car dès le premier coup d'œil, l'Alpine A290B nous rappelle celle dont elle partage les origines et la plateforme. Le concept Renault 5 électrique, mais en version sportive. On retrouve ces lignes musculeuses, clin d'œil à la mythique R5 Turbo bien sûr, mais dans une silhouette plus agressive, bien plus nerveuse que dans celle du R5 Concept 100% électrique. Et ça, on le doit notamment à ces prises d'air sur le bouclier avant qui améliorent le refroidissement et à celle-ci surtout sous les projecteurs qui améliorent l'aérodynamique de la voiture. Et puis, il y a ces jantes de 20 pouces en aluminium. Elles sont quasiment identiques à celles qui seront sur la voiture de série en 19 pouces. Et le plus frappant, c'est sans doute ce pare-brise plongeant qui déborde sur le capot. Ça donne un vrai stylet fin, mais malheureusement, impossible de le produire de série.
Finalement, une Alpine qui s'inscrit dans la lignée R5, quoi de plus logique quand on sait qu'avant la monstrueuse R5 Turbo, l'usine de Jean Rédélé avait mis au point la R5 Alpine. Une traction qui réussit l'exploit de terminer deuxième du rallye Monte-Carlo en 1978. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a amené dans notre univers. Et on l'a amené de différentes façons. C'est-à-dire que dans le style, on est venu mettre tous les ingrédients. Par exemple, les 4 phares, qui sont une signature typique d'Alpine. Sur la 110, c'était 4 ronds. Là, on a fait 4 croix. Les croix rappellent les scotch sur les voitures de rallye. Les scotch sur les phares en rallye permettent d'éviter qu'en cas de choc, le verre se disperse sur la piste. Mais c'est typiquement ce genre d'ingrédients qu'on vient amener dans l'univers Alpine. Et on en retrouve tout autour de la voiture, sur le latéral, la sculpture sur les portes, l'arrière avec le diffuseur, avec la façon dont la voiture est posée, puisqu'on a élargi les voies. Mais alors, est-ce une véritable Alpine ou une future R5 sportive qui serait rebadgée par Alpine puisque la branche Renault Sport s'arrête? Que ce soit au niveau du châssis, de la performance, de pouvoir retrouver ces sensations d'une vraie sportive électrique citadine et qu'on ait ces sensations de boost que l'on recherche dans ce type de voiture. On veut réinventer une nouvelle sportivité électrique avec cette voiture-là. Sous le capot, 2 moteurs électriques à l'avant dont la puissance délivrée n'est pas communiquée, même si elle dépassera les 220 chevaux de la Mégane E-Tech. Mais la performance, c'est de la puissance et aussi de la légèreté. Vous êtes capable de me dire aujourd'hui qu'elle fera moins de 1200 kg? C'est pas tellement le poids qui est important, il n'est pas homologué, je ne le donnerai pas aujourd'hui, mais c'est la sensation que l'on a au volant. Et au volant, on a une sensation de légèreté et c'est ça qu'on voulait retrouver. On avait parté d'un châssis qui était très bien fait avec, par exemple, un train arrière multibras. On a mis des amortisseurs à butée hydraulique qui nous permet de conserver un très bon confort tout en ayant un très bon travail de l'ensemble de la suspension, une suspension beaucoup plus sportive. L'autonomie également reste secrète, mais si Alpine respecte sa philosophie de légèreté, la voiture sera orientée performance plus que long trajet. À l'intérieur, cette version concept s'éloigne de la série. Alors là, c'est la surprise du chef, le coup de maître. 3 places centrales à l'avant, ça nous rappelle la McLaren F1. Cette idée, malheureusement, ne sera pas reprise dans la version de série pour des questions pratiques en fait au quotidien. On retrouvera quand même un cockpit et des instruments de bord orientés vers le conducteur, je devrais dire le pilote. Alpine joue gros et veut frapper fort avec sa future A290 construite à l'usine de Douai. Avant les arrivées du SUV et de la berlinette électrique qui compléteront la gamme d'ici 3 ans. Le constructeur normand ambitionne de donner naissance à la première GTI électrique grand public. On en rêve, mais la question est, à quel prix? On veut effectivement la garder dans une gamme de prix accessible. Donc on va essayer de conserver ce positionnement qui fait le succès de la 110 et qui, j'espère, fera le succès de toutes les autres Alpines. C'est ce qui déterminera forcément son éventuel succès populaire. Allez, on a pris le volant de cette Audi TT-RS Iconic Edition qui marque la fin de l'histoire de ce modèle tellement particulier dans l'histoire du constructeur allemand. Une édition limitée à 100 exemplaires, dont 10 pour la France. 10 exemplaires déjà vendus. Allez, on passe tout de suite à l'essai de la semaine avec une nouvelle Porsche 911. Ouais, c'est possible. Elle s'appelle 911T. Et c'est un modèle bien particulier parce que le constructeur allemand n'a gardé que le strict minimum, ou plutôt le strict nécessaire pour en faire peut-être la 911 des puristes par excellence. Je vous emmène à Los Angeles pour vous la faire découvrir. C'est parti. Si vous êtes un puriste de la 911, la référence absolue, c'est elle. La GT3, flat 6 atmosphérique, 510 chevaux, une pistarde utilisable au quotidien, une certaine idée de la perfection. Le problème avec la GT3, c'est que dès l'instant où vous allez rajouter quelques options, vous allez très vite arriver à 200 000 € la voiture. Aujourd'hui, pour 60 000 € de moins, vous avez la 911T. Et
cette 911T reprend la recette de la fameuse GT3. C'est une 911 plus dynamique, plus dépouillée et plus légère. Sauf que pour la T, on est parti d'une simple Carrera. Première étape, un petit régime. Cette Carrera T pèse 35 kg de moins qu'une Carrera classique. Alors déjà, esthétiquement, on la reconnaît grâce à ses rétro gris et les stickers bien sûr sur le bas de caisse. Alors comment on les gagne ces 35 kg? Déjà, on met du verre beaucoup plus fin au niveau du pare-brise, exit les sièges à l'arrière, on enlève également des garnitures d'isolation. On a une bonne vieille boîte mécanique, ouais, et ça pèse moins lourd qu'une boîte automatique. PDK, une vraie 911 de puriste. Et là, encore une fois, c'est un coup de génie de Porsche parce que lorsqu'elle est sortie, cette voiture, elle n'était pas vraiment destinée à ça. Non. Car la première 911T pour touring, née à la fin des années 60, était plutôt une Porsche low cost, dépouillée, moins puissante et donc plus accessible, histoire de trouver une nouvelle clientèle. La touring, déclinée en coupé et en targa, trouve immédiatement sa place. Et un demi-siècle plus tard, cet exemplaire dans son jus n'a pas pris une ride et donne toujours la banane à son propriétaire. Pour moi, c'est le bon modèle. Assez rapide, on peut mettre du rythme, on peut aller vite, lentement. Il y a 5 vitesses, donc ça c'est bien. Et puis l'avoir en targa ici dans le sud de la Californie, c'est idéal avec cette météo. Enfin, bien sûr, les gens de Fuchs. Si on ne met pas de Fuchs sur une Porsche, ça mérite de se faire excommunier. Dehors. Partir d'une 911 dépouillée pour en faire au fil des générations une voiture de puriste. Mais quelle idée de génie! Et vous savez quoi? Le pire, c'est que ça marche. Sauf qu'aujourd'hui, la T est partie piocher dans la banque d'organes Porsche pour mieux vous séduire. Vous avez le pack sport chrono, vous avez le châssis sport avec la suspension active, vous avez le système de contrôle vectoriel du couple, vous avez également le différentiel arrière à glissement limité mécanique. Et tout ça fait que dans une voiture qui est un petit peu plus basse qu'une Carrera classique, eh ben forcément, elle va être beaucoup plus sportive, beaucoup plus agressive. Elle n'est pas plus puissante qu'une 911 Carrera de base, 385 chevaux. Mais avec tous ces éléments, forcément, la conduite est plus sportive, plus agressive, plus instinctive. En revanche, on y perd en confort. Cette T est quand même vachement raide. Il y a moins d'isolant, on le disait, donc le moteur est très présent. Si vous aimez la conduite à l'ancienne, vous allez adorer. Si vous aimez un petit peu de confort, la T, ça va pas être votre truc. Et puis, niveau performance, elle ne fait pas vraiment mieux qu'une simple Carrera, alors qu'elle coûte quand même 10 000 € de plus. Et si vous ajoutez 5 000 €, vous pourrez même vous offrir une Carrera S, 65 chevaux plus puissante. Mais la T, ce n'est pas une question de puissance, non, ni de performance. C'est une certaine idée de la conduite. Mais encore une fois, cette 911T n'est pas une Porsche comme les autres. Parce que c'est vrai, aujourd'hui, chez le constructeur allemand, on a quand même vraiment le choix. Il y a ceux qui vont vouloir rouler en cabriolet, ceux qui vont vouloir rouler en targa, ceux qui vont vouloir rouler en famille avec une Panamera ou un Cayenne, ceux qui vont vouloir sauver la planète avec un Taycan électrique. Et puis, il y a ceux qui sont un petit peu nostalgiques, qui aiment bien les 911 un petit peu tape-cul, les 911 qui font du bruit, les 911 avec lesquels on va encore passer les vitesses à la main. Alors regardez-moi ça, ce geste qui est en train de disparaître et qui est tellement fantastique. Alors forcément, quand on aime les bagnoles un petit peu à l'ancienne, eh ben, on adore la 911T. Et moi, j'aime beaucoup cette 911T. Nous sommes de retour dans les réserves d'Audi, cette caverne d'Alibaba extraordinaire. Et si nous avons pris place à côté de l'Audi Quattro avec laquelle Michel Mouton s'est imposé à Pikes-Peak en 1985, ce n'est pas un hasard, car nous allons parler du sport automobile au féminin. Et c'est vrai que depuis la pilote française, dans les années 80, les femmes ont un petit peu du mal à s'imposer. Mais vous savez quoi? Les choses sont en train de changer, notamment en endurance, avec un groupe de pilotes francophones qui est vraiment en train de faire parler de lui. Reportage à Portimao, au Portugal, signé Romain Chemoul. Elles sont rapides, perfectionnistes, ne lâchent rien en piste. Elles se battent pour la victoire, claquent des pole positions, montent sur les podiums.
Elles, ce sont 3 femmes pilotes qui rivalisent avec les meilleurs pilotes masculins dans le WEC, le championnat du monde d'endurance. La Française Lilou Wadou, 22 ans, est devenue la première à y remporter une course en GT, après avoir été la première femme pilote officielle Ferrari. Sa compatriote, Doriane Pain, 19 ans en LMP2, rêve de Formule 1, et l'expérimentée belge Sarah Bovy, 33 ans, dans l'écurie féminine Iron Dams, est la première polewoman de l'histoire du WEC. À l'occasion des 6 heures de Portimao, nous avons suivi les coulisses de leur préparation, des essais à la course. Toutes les 3 ont en ligne de mire le centenaire des 24 heures du Mans. L'annonce a fait grand bruit cet hiver. Après une saison en prototype LMP2, la Française Lilou Wadou devient pilote officiel Ferrari sur la 488 GTE. 22 ans et déjà chez elle dans l'écurie. C'est la Ferrari avec laquelle on roule actuellement en FIA WEC. C'est des Ferrari GTE. C'est une voiture qui est assez rapide. On a beaucoup d'aérodynamisme dessus. Là, c'est l'endroit où on met notre casque, les écouteurs, etc. Donc là, on rentre dans la partie un peu plus privée. C'est la partie des ingénieurs. C'est un peu le coin où on travaille. Là, on a tous les pneus pour tout le week-end, de toutes les différentes GTE, avec les différentes, face avant. Pilote pour la marque la plus emblématique du sport automobile, Lilou Wadou, c'est une trajectoire atypique, passée notamment par le TCR et l'Alpine Cup. Ma passion pour le sport automobile, elle a commencé très tard, à 14 ans à peu près. J'ai été faire du karting de location avec ma famille, et puis ça m'a plu. Mes parents m'ont acheté un karting de compétition. J'ai fait 2 courses et ensuite j'ai commencé le sport auto à 16 ans. La Française, qui rêve d'hypercar à moyen terme, a déjà conquis son équipe et écrit une page d'histoire en devenant à Spa la première femme à remporter une manche de WEC. Elle est propre, pas d'erreur, très calme au volant, feeling et feedback cohérent et précis, donc vraiment super facile à travailler. À Portimao, l'équipage veut se rassurer lors des premiers essais libres, après l'énorme crash d'un coéquipier de Lilou lors de la première course à Sebring. Le circuit de Portimao, un toboggan de 4,6 km avec des dénivelés comme nulle part ailleurs dans la saison. De véritables montagnes russes qui vont exiger une mise au point hyper précise tout au long du week-end. C'est une piste qui plaît plutôt bien à beaucoup de pilotes parce qu'en fait on est souvent à l'aveugle et ça rajoute un peu d'adrénaline et un peu de difficulté sur certains endroits, donc c'est plutôt sympa. Concurrente directe dans sa catégorie au volant d'une Porsche RSR, la pilote belge Sarah Bovy. Par exemple ici, le dernier virage, le challenge c'est d'essayer en qualif de le passer à fond. On sait que ça va être difficile. J'espère vraiment y arriver et pouvoir en sortir une grande joie après. Et même, quand on a un père pilote pendant 20 ans comme Sarah, accéder au plus haut niveau de la course auto reste une épreuve de tous les instants. J'ai fait des études en marketing et en communication parce que mon but c'était d'essayer de comprendre un peu comment convaincre des sociétés d'investir sur un sportif. Ça a été un peu un chemin de croix parce que c'est un milieu où c'est pas forcément évident de trouver des budgets, de financer les saisons en sport auto. Ça coûte très cher, mais c'est ce qui m'a permis finalement d'être toujours là et d'avoir toujours un peu de pilotage, etc. au moment où le projet Iron Dames cherchait un pilote dans ma catégorie. L'équipe des Iron Dames est le seul équipage 100% féminin du championnat du monde d'endurance LMGTE AM, la catégorie GT. Elle fait partie de la structure Iron Lynx et le but, promouvoir les femmes dans le sport automobile. À la tête de ce projet, Déborah Mayer, également présidente de la commission FIA des femmes dans le sport auto. Le sport automobile dans toute sa beauté, comme l'équitation d'ailleurs, est un sport mixte où les femmes peuvent être en compétition au même titre que les hommes. Je suis vraiment heureuse de voir ce projet évoluer, faire des émules, parce qu'on accueille de plus en plus de femmes, on les voit dans différentes équipes. Le plus bel exemple, Doriane Pain, membre elle aussi de la structure Iron Dams. À 19 ans seulement, Doriane Pain est déjà pilote en LMP2 dans l'une des plus belles équipes, Prema. La Française ambitionne tout simplement de rejoindre la catégorie de l'année prochaine, l'Hypercar. C'est un bon championnat pour apprendre et c'est du haut niveau. Il y a énormément de pilotes qui ont des années et des années d'expérience, qui ont roulé en F1. L'objectif à court terme, c'est d'aller en hypercar. Et ses débuts ont été éblouissants avec un podium lors de la première manche de la saison.
De quoi impressionner ses coéquipiers, dont le pilote russe Daniil Kvyat, passé par la Formule 1. Dorian s'est très bien intégrée. Et on sait qu'à chaque fois qu'elle est dans la voiture, on est serein et confiant parce qu'elle fait du super boulot. Championne de France de karting à 16 ans, Doriane Pin, c'est un mental d'acier et une volonté à toute épreuve, avec un rêve dans le coin de son casque, accéder un jour à la F1. Depuis toute petite, hein, je rêve de F1 et tout ça, donc oui, on en a parlé, il a vécu des choses incroyables. Quand on est une femme, dans un monde majoritairement masculin, il faut parfois se réorganiser. Sorry. Naked girl. Bonne humeur et complicité, les Iron Dams accueillent Doriane pour se changer. Elle est la seule femme chez Prema. J'ai la chance d'avoir un endroit entièrement dédié pour les filles, donc c'est cool. C'est parti. Retour chez Prema. L'heure des qualifications approche, la tension monte, pas pour tout le monde. Plutôt l'excitation, hein. C'est le meilleur moment, c'est le moment où on peut s'amuser avec la voiture le plus. Les qualifications ne durent que 15 minutes. Il n'y a donc qu'un seul pilote pour la séance et les Iron Dams ont choisi Madame Pole Position, Sarah Bovy, la première pole woman de l'histoire du championnat du monde. Pendant que Lilou observe son coéquipier en piste, Sarah Bovy améliore son chrono à chaque passage. Et finit par signer le deuxième temps derrière l'intouchable Corvette. Voilà, il nous a manqué un petit souffle, mais c'est pas grave. Demain, on va essayer de se rattraper. On a 6 heures pour essayer de prendre la tête de la course et de la garder. En LMP2, Prema, l'équipe de Doriane Pin, décroche la pole position dans sa catégorie. Très très contente de ce qu'ils ont fait, de tout le boulot qu'ils ont fait depuis le début. Maintenant, on va être focus sur la course, mais à meilleure place qu'elle on pouvait espérer pour commencer. Ouais. Jour de course, moment historique pour Doriane Pin sur la grille de départ. Deuxième course en LMP2 et déjà, c'est elle qui est au départ avec la voiture et c'est tout simplement la première fois dans l'histoire qu'une femme pilote prend le départ dans cette catégorie prototype. Pas là pour la figuration, les femmes se sont faites une place de choix en endurance. Quand on voit Doriane, quand on voit Sarah Bovy ou Lilou Wadou, d'abord ça fait rêver les jeunes femmes et ça leur montre que c'est possible, c'est atteignable pour elles. Voilà, moi mon rêve c'est de voir une femme gagner Le Mans dans quelques années. Et c'est parti pour 6 heures. Le départ, moment crucial, à haut risque, se passe bien pour Doriane, satisfaite à la fin de son relais. Un bon départ, j'étais un peu bloquée avec les hypercars. J'ai maintenu le cap, le rythme était bon. Du côté des GT, Lilou Wadou prend le volant lors du deuxième relais et remonte sa Ferrari 488 de la 3e à la première position. C'est plutôt pas mal, on est dans un bon rythme. Après, on va voir la suite des 2 relais, mais dans l'ensemble, on est très bien. Pas fatigué, je pourrais repartir, mais je vais manger un peu avant. Les derniers tours sont cruels pour Doriane Pin et Prema, qui vont passer de la tête de course à la 4e place. Chez Ferrari, la victoire est toute proche. Il n'y a que 2 dixièmes de retard sur le leader dans le dernier tour. Mais il aura manqué quelques minutes de course. C'est bien parce qu'on va marquer des gros points en championnat et ça montre aussi qu'on a une bonne forme, je pense, entre tous nos coéquipiers, donc c'est l'essentiel. Sublime consolation, 2 semaines plus tard, Lilou goûtera au parfum de la victoire lors des 6 heures de Spa-Francorchamps. Les Iron Dams, solides, terminent 3e et s'offrent un nouveau podium. Ça fait plaisir, c'est le premier de l'année. C'est sûr qu'on préfère gagner, mais on a fait une très belle course et on a montré qu'on était tout compétitif. Ça va venir. Nos 3 pilotes ont encore prouvé que l'on devait compter sur elles. Toutes les 3 ont désormais les yeux rivés vers le plus bel objectif de la saison, les 24 heures du Mans pour l'édition du centenaire. Allez, tout de suite, place à Téléfoot avec l'ami Grégoire Margoton et toutes les images de la Ligue 1. Nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine dans Automoto. Portez-vous bien. Ciao.